d'associations dans le quartier depuis très longtemps maintenant. Donc l'idée de ces soirées apérotiques, c'est d'ouvrir le débat sur les nouvelles technologies et principalement autour d'une thématique à chaque fois. Donc tous les 3 mois, on organise une soirée comme ça. Donc là, on est déjà au 5e. Et tout ça grâce à vous, parce qu'à chaque fois, il y a toujours beaucoup de monde aussi. L'idée de ces apérotiques, c'est d'ouvrir le débat, la discussion. Donc la soirée va se dérouler en 3 temps. Donc je vais vous présenter brièvement les intervenants de ce soir. Ensuite, ils vont pouvoir parler ce soir de l'économie du numérique et principalement l'axe économie participative. Donc vous pourrez après poser vos questions après les interventions auprès des intervenants. L'idée c'est vraiment de pouvoir discuter ensemble et continuer la discussion après avec les pôles de démonstration. Donc il y a des tablettes, il y a des ordis. Vous allez pouvoir aussi bidouiller. C'est aussi le but de la soirée. Et enfin on continue la discussion après, et ça je pense que c'est pas négligeable, avec l'apéro organisé par les usagers de l'EPN. Donc je remercie encore Claudine, Marie-Danielle et Léonore et Marie-Claire qui sont occupées de tout ça ce soir. Voilà, sinon après à l'EPN il y aura deux ateliers autour de la même thématique en juin et juillet. Donc il y en aura un le mercredi 18 juin de 18h à 20h sur comment acheter ou revendre en toute sécurité sur Internet. Donc c'est pour les adultes, et on en aura un au mois de juillet, donc le 16 juillet, de 14h à 18h pour les enfants et parents qui veulent bidouiller sur des ordinateurs. Donc quand j'entends bidouiller, c'est démonter, remonter, faire ensemble. On expliquera tout ça après. Sinon, le prochain apérotique, si tout se passe bien, aura lieu en octobre, et ce sera autour du jeu vidéo. Attention. Comment va se dérouler la soirée? Donc, je vais laisser la parole à Nordine qui va introduire sur l'économie du numérique, qu'est-ce qu'on entend par là. Ensuite, on laissera la parole à Hélène, donc, qui est ici présente, qui est journaliste. Puis à Guillaume, qui est tout au bout là-bas, qui nous parlera aussi de son activité qui se passe pas très très loin dans le 19e. Et de Thierry, que certains peut-être connaissent, qui est le brasseur de la Goutte d'Or, qui nous expliquera son beau projet, et avec lequel on pourra en plus déguster les bières, parce qu'il en a ramené plein ce soir. Vous pouvez poser vos questions à tout moment de la soirée. Je tiens juste à rappeler que la soirée est filmée et photographiée, donc si jamais il y a des personnes qui ne veulent pas être reconnues, qu'on nous le signale. Alors l'idée c'est de mettre en ligne, c'est un but non lucratif, mais en tout cas la soirée est filmée et photographiée. Donc s'il y a des personnes qui ne veulent pas, vous nous le signalez à un moment ou à un autre, d'accord? Voilà, sinon vous avez dû avoir des papiers sur vos chaises par rapport à un projet auquel on croit, nous à l'espace public numérique et à la salle Saint-Bruno. Donc c'est Papa ici présent, qui a l'idée de monter une boulangerie, pâtisserie durable au Sénégal. Donc si vous voulez discuter de ce projet avec lui, il est là pour répondre à vos questions et pourquoi pas contribuer aussi avec lui à ce projet. Donc je vais laisser la parole à Nordine et encore merci pour tout. Donc bonsoir tout le monde. Je n'ai pas été présenté, je crois pas, donc pour ceux qui c'est pas grave. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nordine, je travaille avec Virginie donc, à l'espace public numérique, la Goutte d'Ordinateur. On va s'intéresser assez rapidement à quelques termes liés à l'économie du numérique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'économie du numérique? En gros, c'est tout ce qui englobe les différentes activités économiques qui touchent de près ou de loin au numérique. Ça peut être aussi bien la fabrication d'ordinateurs, le développement de logiciels, plein de choses comme ça, à partir du moment où
on utilise les technologies de l'information et de la communication, ça a un lien avec l'économie du numérique. Et donc du coup, le commerce électronique, qu'on appelle aussi l'e-commerce, ça en fait partie, hein, c'est une de ces composantes-là. Donc tout simplement, le commerce électronique, c'est la vente, l'achat, l'échange de biens, de services ou aussi d'informations de plus en plus à travers le réseau Internet. Maintenant, très communément, on accepte l'idée que le e-commerce, ça va être de la vente de toutes sortes d'objets, ça peut être aussi, donc comme je disais, la vente d'informations, très souvent personnelles, enfin voilà. Ça peut être aussi beaucoup de services, hein, la personne, aux particuliers, aux entreprises, ainsi de suite. Pardon. Alors, une des particularités du e-commerce, en fait, c'est grosso modo, c'est qu'on a un peu trois cas de figure. On a le premier cas de figure qui est relativement courant, en tout cas en France, qui est celui où des enseignes qui existent, qu'on appelle en dur, c'est-à-dire des boutiques qu'on peut croiser dans la rue, on peut rentrer dedans, ont également une vitrine sur Internet. Voilà, c'est le cas par exemple, ce que j'ai mis là, d'un site comme Fnac.com, puisque je pense que tout le monde connaît le réseau Fnac, mais il y a plein d'autres enseignes comme ça, il y a Darty, etc. Voilà. On a un autre cas de figure de e-commerce où là par contre, ce sont des sociétés qui vendent exclusivement leurs produits en ligne, donc sur leur site internet. Alors quand je dis leurs produits, c'est pas tout à fait le cas, hein. Il peut y avoir certains de leurs produits, mais c'est, voilà, grosso modo, sur ces sites de e-commerce, si vous voulez acheter la plupart des produits qui sont vendus dessus, généralement il faut passer par ces sites-là. Vous pourrez assez difficilement, c'est pas forcément évident de retrouver ces produits-là dans des boutiques physiques. On a aussi des sites de e-commerce, donc de commerce électronique, type Le Bon Coin, qui proposent un système de commerce entre particuliers. C'est-à-dire c'est monsieur, madame, tout le monde qui va acheter ou vendre des choses avec là aussi d'autres particuliers. Et là, ça touche des domaines vraiment très très larges. Ça peut être, des automobiles, de l'ameublement, des vêtements, des jouets, tout ce qu'on veut. Vraiment, on trouve absolument de tout. Et il y a aussi, donc, en tout cas dans le cadre du Bon Coin, il y a aussi des services. D'autres sites, pour revenir rapidement à Amazon, proposent aussi du commerce entre particuliers et entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, de plus en plus, qui ne passent que par certains sites internet de commerce en ligne pour vendre leurs produits. Parce qu'elles y trouvent différents avantages, malgré certains inconvénients qu'elles peuvent rencontrer. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on abordera un petit peu au fil de la soirée. Et puis, après, on a des cas vraiment spécifiques où on a des sites de e-commerce, de commerce électronique, qui ne commercent que entre entreprises, pas avec les particuliers. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on parle de commerce électronique, c'est qu'il y a également les services. C'est pas juste acheter des objets, des choses comme ça. Et les services, là aussi, c'est très 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 varié. Le site par exemple de la Poste, si vous allez sur le site de votre banque, de votre assurance, les sites de presse, tout ça c'est du service, et c'est du service qu'on retrouve, alors parfois je dirais en réel, en dur. Par exemple, le journal Libération, vous pouvez aller dans n'importe quel kiosque et vous pouvez l'acheter, mais sur le site de Libération, il y a des articles qui sont exclusifs, avec tout un ensemble de services qui se recoupent. Voilà. Alors, le commerce électronique, je dirais, c'est à peu près aussi vieux que la démocratisation d'Internet. Dans les années 90, on a eu toutes sortes de sites qui se sont créés, beaucoup ont disparu, d'autres ont perduré, il y en a plein qui se sont créés aussi entre-temps. Et forcément, avec le temps, il y a eu une évolution de la consommation, qui est liée à la fois à la technologie, mais qui est liée aussi aux interrogations que se sont posées les consommateurs. Ça peut être des choses qui ont un rapport, par exemple, avec les conditions de fabrication ou de distribution de certains produits. Ça peut avoir un lien avec les qualités de service. Voilà, il y a plein d'interrogations comme ça qui se sont posées et qui continuent encore aujourd'hui à se poser. Tout à l'heure, je parlais d'Amazon,
Mais Amazon, c'est une entreprise qui est par exemple très très critiquée sur ses méthodes de travail, voilà, pour faire très court. Et donc il y a des gens qui, de fait, refusent de plus en plus de consommer chez Amazon et vont se tourner vers des méthodes de consommation un peu plus respectueuses du code du travail, ce genre de choses. Donc ça, c'est juste un exemple, mais c'est pour vous situer, voilà, il y a cette prise de conscience qui se fait, qui évolue, et du coup aussi ça entraîne une volonté d'indépendance de la part des consommateurs sur Internet, avec cette idée-là que le consommateur souhaite devenir de plus en plus acteur de ce qu'il va consommer, de ce qu'il va acheter, que ce soit des biens ou des services. Et à partir de là, il y a de plus en plus de sociétés, soit qui vont proposer donc, des produits qui correspondent à ces attentes-là, ou qui vont même en créer de nouveaux. De ce phénomène découle en partie ce qu'on appelle le financement participatif, donc le crowdfunding, dont on parlera, je pense, beaucoup plus en détail dans quelques minutes. Alors le crowdfunding, très rapidement, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on peut appeler du financement participatif, c'est-à-dire que pour vraiment schématiser, une personne a une idée, comme par exemple papa. Son idée, c'est de créer une boulangerie écologique qui utilise tel ou tel type de produit, etc. Il y a des gens qui peuvent être intéressés par cette idée, ils se disent tiens, j'aimerais participer. Alors cette participation, elle peut être financière, ça peut être des toutes petites sommes, comme ça peut être des sommes beaucoup plus importantes, mais ça peut être aussi du conseil, ça peut être plein de choses différentes. Et ce qui est très intéressant avec le crowdfunding, c'est que ça touche vraiment toutes sortes de domaines. Donc ça peut toucher à l'éducation, à l'agriculture, aux arts, aux sciences, enfin vraiment ça brasse très très large là-dessus. Alors ce qu'on appelle entre guillemets les investisseurs, parce que c'est pas nécessairement ce qu'on appelle de l'investissement au sens limite boursier du terme, c'est que les investisseurs peuvent, dans certains cas, et en fonction des sites internet utilisés, de pas mal de choses, devenir des espèces de coproducteurs et aussi apporter un relatif droit de regard sur le projet en question. Voilà, s'ils considèrent que le projet ne va pas forcément dans le sens initial, ou voilà, pour toutes sortes de raisons, ils peuvent décider, là aussi ça dépend toujours des sites en question, ils peuvent décider de retirer leur argent ou au contraire d'apporter plus, voilà, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir très rapidement dans le crowdfunding, c'est que vous faites ça, c'est pas forcément dans l'idée d'avoir quelque chose en retour. Mais ça aussi, je pense que ce sera approfondi. Le crowdfunding, ça peut être, et c'est même la base de la chose, c'est donner pour donner, sans attendre derrière, nécessairement. En parallèle de ça, il y a d'autres également, je dirais, d'autres modes de consommation, ce qu'on appelle le do-it-yourself, donc en français, le faites-le vous-même. Alors le do-it-yourself fonctionne sur une base très simple. La base, je dirais la première étape, c'est celle d'apprendre. Alors d'apprendre quoi ? Ça peut être apprendre à monter un ordinateur, apprendre à créer un logiciel, ça peut être apprendre à... Alors là on est dans le numérique, mais c'est quelque chose qui s'applique à absolument toutes les composantes du quotidien, apprendre à monter une table, apprendre à faire la cuisine, voilà. Et l'idée aussi derrière, c'est de comprendre comment on a procédé, avec pour finalité, je dirais, de partager ce qu'on a appris et compris, et ensuite le retransmettre à un autre ensemble de personnes. Parce que l'idée, c'est que le fondement du do-it-yourself, c'est que derrière, il y a une idée, il y a une envie, ok, est-ce que je le fais tout seul, est-ce qu'on peut se mettre à plusieurs, ça après, chacun fait un peu comme il sent. Mais voilà, il y a l'idée de transmission de savoir, c'est pas quelque chose qui reste figé. L'objectif aussi, un des objectifs en tout cas du do-it-yourself, c'est à la fois de montrer ce qu'on appelle l'obsolescence, parfois obsolescence programmée, c'est-à-dire que aujourd'hui l'essentiel des matériaux, des produits, mais aussi des logiciels, et même si c'est pas très juste le terme que je vais employer, mais je dirais de certains services, sont conçus de telle sorte à ce qu'ils ne soient plus utilisables
passer un certain temps. Donc l'idée du do-it-yourself, c'est justement de pouvoir continuer à utiliser ces choses-là, et puis aussi un peu de se débarrasser des restrictions qui sont plus ou moins imposées par certains constructeurs, par certains fabricants, ce genre de choses. Alors nécessairement, tout ça, ça a un impact de plus en plus important, même si ça reste, il ne faut pas se leurrer, encore très minoritaire, mais ça a quand même un impact sur certains produits et services de la vie de tous les jours. Voilà, donc j'espère que ça continuera à évoluer dans le bon sens, et peut-être un peu plus rapidement aussi, mais enfin voilà un peu, je dirais, l'idée du do-it-yourself. Et alors, ce qui est aussi intéressant à relever, c'est que à partir de ce phénomène, qui n'est pas un phénomène de mode, hein, derrière il y a une vraie nécessité, à la fois sociale et économique, c'est que les méthodes de communication des entreprises qui sont à l'origine de ces produits, de ces services, etc., sont en train d'évoluer petit à petit. Voilà. Ça reste très faible pour le moment, mais je pense que d'ici 5 à 10 ans, ça va devenir de plus en plus important. On a par exemple, je ne sais plus quelle autre société qui a créé dernièrement une espèce de smartphone. On peut construire soi-même un peu comme une espèce de Lego avec des briques. Voilà, c'est un petit exemple de do it yourself. Je vais passer la parole. Moi, je vais rester à ma place. Donc, je m'appelle Hélène Bienvenue. Je suis photojournaliste et je suis co-auteure d'un web documentaire qui sort le 3 juin, donc tout bientôt, qui s'appelle Do It Yourself Manifesto ou DIY Manifesto, comme on l'appelle en anglais. Alors, je vais juste vous montrer. Voilà. Voilà. Donc c'est un web documentaire, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le concept, mais donc c'est un documentaire en ligne qui n'a d'autre support que Internet et la participation des utilisateurs. Et donc c'est un projet qu'on porte depuis 3 ans avec une collègue qui est réalisatrice, et qui va comporter plusieurs éléments. Donc il va y avoir des courts-métrages que vous allez retrouver sur certaines des cases. Donc ça va être la page d'accueil du web documentaire. Donc vous avez 3 films, 3 courts-métrages qui vont chacun raconter une initiative, do it yourself, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc nous, le mouvement do it yourself, on le prend au sens extrêmement large, c'est-à-dire que large et en même temps suffisamment étroit. Pour nous, le do-it-yourself n'a de sens que si on le fait avec et pour les autres. Donc c'est plutôt un do-it-ourselves, si on veut jouer sur les mots, ou do-it-together, enfin bref. En tout cas, on n'est pas juste là dans son petit coin de chambre à démonter un ordinateur parce qu'on trouve ça génial et qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais on le fait pour le partager tout de suite en ligne avec d'autres, pour que d'autres puissent compléter, puissent surtout améliorer l'idée des modèles et des prototypes. Et on a pris pour point de départ la ville de Détroit aux États-Unis, où on a passé 1 an avec ma collègue à tour de rôle. Et donc la ville de Détroit, qui pour nous est un exemple presque parfait, on va dire, de ville do-it-yourself, puisqu'elle a perdu presque plus de la moitié de ses habitants. Aujourd'hui, Détroit, c'est 700 000 habitants, et dans les années 50, elle frôlait les 2 millions. Donc c'est la ville qui a vraiment émergé autour de l'industrie automobile. C'est là que Henry Ford a monté ses premières chaînes de montage, de travail en ligne. Et donc cette industrie s'est
progressivement désintégrée et elle a été complètement... en tout cas, elle a disparu de Détroit. Ça a commencé par se faire ailleurs et puis aujourd'hui, il reste pratiquement rien de l'industrie automobile à Détroit. 10 000 ouvriers à peu près, c'est tout. Et donc, entre-temps, Détroit a périclité, c'est-à-dire que l'économie de la ville, puisque les gens ne payaient plus d'impôts, puisqu'ils étaient tout simplement plus là et qu'ils avaient laissé leur maison abandonnée, s'effondrer pour s'installer dans les banlieues juste à quelques dizaines de kilomètres plus loin. Il est resté quand même des gens qui ont décidé de prendre leur sort en main. Et pour ça, ils ont mis en place un certain nombre de services qui n'existent qu'à Détroit, puisque c'est une ville où les services municipaux ont vraiment été réduits à leur minimum aujourd'hui. Si vous voulez appeler la police ou les pompiers à Détroit, bonne chance. C'est vraiment le parcours du combattant, puisque la ville a gardé la même superficie et il y a toujours autant de maisons pratiquement, simplement elles sont ruinées et il s'y passe plus rien, mais elles peuvent prendre feu. Et donc c'est devenu très compliqué. Alors à Détroit, on a suivi des personnages qui ne se laissent pas abattre, qui sont et vivent à Détroit, ils n'ont absolument pas envie de quitter cette ville. Même s'il y a encore un exode massif en dehors. Et par exemple, on a des citoyens qui se sont mis ensemble pour créer un réseau en ligne, un réseau Internet entre voisins qui s'appelle Mesh, donc c'est le nom de la technologie. Donc ça fait l'objet d'un de nos 3 films. Et l'intérêt de ce réseau, donc, c'est que vous constituez... C'est vraiment la logique d'Internet, c'est-à-dire que vous avez des points de relais dans le quartier, il y a une antenne qui va émettre un signal, chacun va devoir s'équiper d'un décodeur, et ces appareils-là et ce réseau, tous ensemble, va pouvoir fonctionner de manière autonome, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'Internet, vous n'avez besoin de personne, une fois que votre technologie est mise en place et que vous savez l'entretenir, c'est pas très compliqué, vous allez pouvoir vous envoyer vos propres messages à l'intérieur du réseau. Par exemple, s'il y a un cambriolage 3 rues plus loin, le voisin va pouvoir vous le dire tout de suite et là, du coup, vous vous barricadez chez vous, vous appelez la police, ou s'il y a un feu, bref. Dans le quartier où nous, on a filmé, c'est un quartier extrêmement pollué, où il y a une raffinerie en fait, de pétrole tout droit débarqué du Canada, qui est extrêmement dévorante et polluante. Les taux de cancer sont atmosphériques. Et cette usine continue de s'étendre malgré tout. Elle rachète des maisons et alors elle pousse les gens dehors à quitter le quartier. En fait, son objectif, c'est tout simplement qu'il n'y ait plus personne qui n'habite dans ce quartier pour qu'elle puisse continuer ses opérations. Sauf que les voisins ne la laisseront pas faire. Et pour ça, donc, ils se sont constitués en association et ont installé ce réseau Mesh pour communiquer entre eux les taux de pollution, par exemple, de l'usine. Donc, quand elle va dépasser le taux qui est uniformément considéré comme polluant et comme dépassant la limite, ils vont pouvoir le tweeter, par exemple, donc sur Twitter, qui est un réseau social qui permet d'atteindre l'attention éventuellement des médias. Donc ça, c'est un des exemples de ces multiples initiatives qu'on est allé voir sur le terrain, qu'on allait explorer et qu'on raconte sur cette plateforme. On parle beaucoup, nous, dans notre web documentaire aussi de l'agriculture urbaine. Il y a des jardins ici aussi, peut-être que vous avez eu l'occasion peut-être que vous-même vous cultivez un lopin de terre, mais pour nous, ça relève exactement de la même logique, donc de se réapproprier les outils et aussi contrôler sa consommation, mais surtout pouvoir consommer ce qu'on a soi-même fait pousser, c'est quand même quelque chose de vraiment fondamental. Et puis on travaille beaucoup, un beaucoup de travail sur la question de l'espace public.
avec notamment un reportage qui racontera comment des architectes à Madrid travaillent avec les populations dans les quartiers dans lesquels ils interagissent pour embellir les quartiers, pour les rendre plus vivables et pour faire construire des mobiliers urbains à partir par exemple de palettes en bois qui sont des objets qui existent un peu partout, qui ne sont pas destinés à être du mobilier à l'origine, mais qui sont extrêmement pratiques et parfaitement viables pour construire des tables à pique-nique ou des jeux ou des sièges. Mais la logique, c'est vraiment à chaque fois de créer des manuels, de pouvoir les partager et de les mettre, de les ouvrir. Donc il n'y a pas de droit d'auteur ou alors ils sont, c'est ce qu'on appelle les Creative Commons. Donc c'est une catégorie spécifique de droit d'auteur où on peut ouvrir ce droit d'auteur, c'est-à-dire qu'en fait l'auteur dit bah voilà, à vous de répliquer, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez transformer ce que j'ai écrit, simplement vous appliquez ce petit signe, ce petit sigle de Creative Commons. Voilà, alors je sais pas du coup, j'ai plein d'autres choses à dire, mais je ne veux pas non plus trop dépasser. Beaucoup. Ouais, non, mais après ça peut partir dans tous les sens. Donc, peut-être juste un tout petit mot aussi par rapport à donc ce qu'on prône à travers cette plateforme, c'est vraiment notre message, c'est de dire que toutes ces initiatives-là n'ont rien de marginal, au contraire, elles ne font que se développer. Et que c'est pas, voilà, on a dépassé le temps des 68A ou des hippies. C'est pas parce qu'aujourd'hui on décide de circuler qu'à vélo qu'on est forcément une espèce d'écolo taré. On arrive à un point aujourd'hui où les ressources se raréfient et il va falloir qu'on trouve des solutions tous ensemble pour faire face à ces perspectives, mais qui sont aussi parfaitement intéressantes à explorer. Voilà, alors je voulais juste vous montrer peut-être des éléments, si j'y arrive à me mettre. Aussi, voilà. Donc sur notre grille que vous avez pu voir tout à l'heure, on a différents contenus, mais on a des contenus qui sont des guides pratiques, par exemple, donc qui permettent de soi-même démarrer des projets. Et il y a par exemple la possibilité de rendre son quartier comestible, donc de le cultiver, de cultiver des parcelles. Même s'il n'y a pas de parcelles à cultiver, on peut soi-même, à travers des bacs ou un système de raised bed, je ne sais pas comment on dit en français, mais quand on surélève la terre, voilà. Donc c'est un exemple de contenu que vous trouverez sur notre site, mais qui s'inspire et qui travaille de main avec un mouvement qui en France s'appelle les Incroyables Comestibles, qui vient d'Angleterre et donc qui prend pour principe de planter de la nourriture, donc des fruits et légumes qu'on met à disposition de tout le monde. Voilà, je vais passer les micros. Bonsoir et merci à Goutte d'Ordinateur, à la Safar Renault et à tous les intervenants pour leur présence et ma présence ce soir. Je parle en fait, quand je dis on a ouvert un espace de travail et de fabrication partagé à Paris dans le 19e et ça rejoint un petit peu ce dont vous parlait Hélène, à savoir, c'est un espace de fabrication où on met les outils à disposition, en fin de compte, de toutes les personnes qui le désirent. On est un service donc issu de toute cette culture do it yourself, où on peut apprendre, comprendre et partager, comme vous le disiez tout à l'heure. Excusez-moi. Et du coup, voilà, les nouveaux services numériques, c'est pas uniquement de la vente et c'est pas uniquement de la grande distribution, c'est aussi des nouvelles manières de consommer
et des nouvelles manières de concevoir les circuits de consommation. Donc je m'explique assez simplement. Dans notre espace, on peut arriver avec une idée, la fabriquer et repartir avec l'objet soi-même. On aura fabriqué ou qu'on aura fait fabriquer, étant donné qu'on a les connaissances pour accompagner les projets des personnes qui n'ont aucune connaissance. Ou alors on les accompagne, on les forme et on leur permet d'être autonomes par rapport aux outils de fabrication qu'on propose. Pour vous donner un exemple simple, tout à l'heure, Virginie m'a demandé si on pouvait faire une pièce en fait, qui manque dans le lavabo pour empêcher l'eau de s'écouler et du coup permettre de faire une cuve à moitié pleine. Et typiquement, je vais peut-être devoir la dessiner celle-là parce qu'elle n'est pas courante, mais c'est complètement le genre de pièce courante qu'on peut aujourd'hui imprimer avec une imprimante 3D dont vous avez certainement entendu parler ces derniers temps dans tous les sens. Alors c'est une technologie assez lente, même si c'est par rapport à ce que demander une pièce comme ça avant quelque chose d'assez rapide, par rapport à la commander, la faire acheminer, etc. Là, le principe, c'est qu'on est implanté dans un quartier et qu'on est en bas de chez vous. Enfin, en l'occurrence, on est dans le 19e, mais c'est pas loin. Au bout de la 60. Et du coup, typiquement, la pièce, on va la réimprimer après l'avoir dessinée ou après l'avoir retrouvée sur une banque de données. Et c'est là où le do-it-yourself dont on parlait tout à l'heure, à savoir la partie partagée, est excessivement importante. C'est-à-dire qu'en ligne, maintenant, vous commencez à trouver sur certains sites des banques de données d'objets préexistants. Typiquement, nous, on a remplacé le bac de la Nespresso du travail dont on ne se sert jamais, mais on a une Nespresso quand même, on n'a jamais de capsule. J'ai trouvé ce bac sur une banque de données en cherchant bac, Nespresso, etc. Et on l'a imprimé en 5 heures. Donc, voilà. Ça, c'est une des notions de cet espace, c'est en fin de compte vous permettre de consommer autrement en bas de chez vous, sans passer par la grande distribution, sans passer par l'industrie classique, et en évitant toute cette surconsommation, tout ce trop fabriqué et trop jeté qu'il y a pu avoir. C'est une des vocations de notre espace. Notre espace a aussi vocation à permettre à des nouvelles choses d'émerger. Il y a beaucoup d'étudiants ou alors de professionnels qui ont une idée d'objet, un prototype à réaliser et qui viennent le faire chez nous, qui partagent plus ou moins. Alors c'est là où on est peut-être un peu moins radicaux qu'Hélène, dans le sens où on permet aussi aux personnes de travailler de manière privée et ensuite de commercialiser leurs projets ailleurs sans que ce soit documenté. Mais c'est un circuit de fabrication assez nouveau et beaucoup plus court. Avant, si vous vouliez faire une pièce mécanique pour une machine que vous vouliez faire, il fallait la dessiner, vous la commandiez, elle mettait 2 mois à arriver. Et quand vous la receviez, vous réalisiez qu'elle ne marchait pas, et ça reprenait 2 mois pour faire la nouvelle pièce qui marche. Là, dans la journée, c'est possible de concevoir sa machine. Ça, c'est pour toute la partie un petit peu innovation. Mais c'est aussi un espace, on est une association, on essaye d'être autosuffisant, donc avec toute cette partie lucrative, mais on fait aussi des activités de découverte et à terme des activités de formation. Pour les habitants du quartier, on travaille pour l'instant avec Espace 19 pour leur faire découvrir toutes ces technologies qui sont maintenant implantées là. Et je sais qu'il y a un espace qui a ouvert juste à côté d'ici. Et je pense que dans les années à venir, il y en a beaucoup
beaucoup d'espaces de production locale qui vont émerger. Et l'idée, c'est en fin de compte de découvrir avec ces publics ce en quoi, enfin toutes les utilisations de cet espace auxquelles on n'aurait pas nous pensé. C'est-à-dire que ces machines pour l'instant sont très utilisées. Par exemple, l'imprimante 3D en aéronautique, c'est utilisé depuis des années et on sait très bien quoi en faire. Et nous, à part le bac de la Nespresso ou alors des rouages pour des robots ou des choses comme ça, qui sont l'usage qu'on y voit, il y aurait plein d'usages nouveaux qui pourraient du coup être découverts. Par exemple, moi je vais vous proposer à la suite de cette discussion de vous scanner à partir d'une Kinect, de faire une acquisition en 3 dimensions de votre buste, si ça vous amuse de découvrir ça. Et typiquement, c'est quelque chose qu'on peut imprimer ensuite. Mais on peut imaginer scanner une pièce cassée de machine à laver et la reproduire ensuite alors qu'elle est plus produite. Et je vous parle... Une Kinect, c'est un objet devant lequel on danse pour jouer aux jeux vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. C'est le côté, j'ai parfois un peu le nez dedans et je manque de recul. Mais du coup, c'est un objet usuel dont l'usage a été détourné. Et énormément de choses, énormément d'objets usuels dans le mouvement Do It Yourself sont aujourd'hui réutilisés pour une chose différente. Et c'est exactement ce genre de découverte qui se déroule dans notre espace et qui vont du coup permettre à certaines personnes et voire à tous si c'est réellement partagé, de par exemple reprendre un système de déplacement, voilà, je suis un peu complexe encore, mais d'utiliser cet objet qui est à la base fait pour jouer, pour pouvoir refaire une pièce ou alors faire un portrait de famille ou une coupe de football spéciale avec l'équipe vainqueur au pied ou quelque chose pour un mariage, une acquisition de mariage. On peut imaginer la pièce montée avec la statue de toute la famille montée, étant donné que maintenant on commence à imprimer de la nourriture. Ce genre d'usage. Mais pour conclure, je dirais que ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est à ouvrir ces outils au maximum et non pas les ouvrir simplement, ouvrir la porte et laisser tout le monde, soit BA, soit les spécialistes s'en occuper, mais les ouvrir dans le sens travailler avec des outils dont les plans sont partagés et partager avec tous les utilisateurs nos savoirs, nos savoir-faire. Et on parlait aussi, on parlait donc de technologie ouverte et je me perds un peu. Et du coup, voilà, partager toutes ces créations et les diffuser localement, mais aussi les diffuser entre espaces. Et tous ces ateliers qu'on peut faire, par exemple, on avait fait un atelier avec un EPN dans le 19e et on fabriquait ce qui avait été dessiné sur l'ordinateur dans notre espace. Et c'est tout ce maillage de connaissances, plein de petits points ressources locales, locaux, et chacun ayant leur possibilité. Nous, c'est la fabrication, il y a d'autres espaces, c'est le numérique. On peut imaginer aussi des espaces pour la nourriture, etc. De permettre une alternative à tous les modes de distribution et tous les modes de consommation qu'on a pu connaître, non pas les remplacer, mais en tout cas pour que les personnes qui veulent réparer un meuble puissent le réparer en bas de chez eux et ne soient pas nécessairement obligés de racheter quelque chose chez Ikea. Voilà, on
essaye d'être une chose en plus, une proposition en plus. Merci. Merci Guillaume. Merci Hélène. Je laisse la parole à Thierry qui va nous raconter sa belle aventure de la brasserie de la Goutte d'Or. Bonsoir, je m'appelle Thierry Roche. J'ai créé avec d'autres la brasserie de la Goutte d'Or à quelques rues d'ici. Donc une brasserie, c'est une petite fabrique, en ce qui concerne l'autre, c'est une petite fabrique de bière. Mais je vais surtout vous parler du crowdfunding. C'est le sujet pour lequel vous m'avez invité à venir témoigner. Parce que, effectivement, le crowdfunding, la collecte de fonds sur Internet a été un des moyens de créer cette brasserie. Et pour ça, je vais vous donner quelques clés, mais surtout un témoignage personnel. Donc tout ce que je vous dis ce soir, ne le prenez pas comme une réalité unique. Hein. Il y a autant de témoignages que de collectes. Et c'est important de bien avoir cette chose-là en tête avant de, si vous êtes tenté vous-même par une collecte, de vous lancer dans l'aventure. Alors avant cela, quelques repères chronologiques. La brasserie a été créée en mai 2012. Donc on a 2 ans, quasiment jour pour jour. Mais vous imaginez bien c'est une société donc constituée avec plusieurs autres associés, et vous imaginez bien qu'on ne crée pas une société en un clin d'œil et que ça prend un peu de temps. Donc dans mon cas particulier, le projet, moi je me suis lancé dans ce projet-là à plein temps, je n'avais pas d'autre activité professionnelle que de monter ce projet-là en avril 2011, donc 1 an avant la constitution de la société. Alors pendant ces 1 an, vous allez peut-être vous dire à quoi j'ai occupé mon temps. Dans mon cas présent, je l'ai occupé à imaginer des recettes de bière, me former, chercher des partenaires avec qui se lancer dans l'aventure, mais aussi, on arrive au cœur du sujet, trouver de l'argent. C'est quand même le nerf de la guerre. J'avais estimé, et sans trop me tromper, les besoins financiers de la société pour démarrer à 200 000 €. Donc 200 000 €, c'est une grosse somme. Ça a permis d'acheter des machines, ça a permis de faire des travaux, de payer la caution du loyer, d'avoir de la trésorerie. Bon, 200 000 €, on n'a pas tous ça sur son compte en banque, ce n'était pas mon cas, donc il fallait trouver un moyen de financer ce besoin. Donc les moyens, vous imaginez, on connaît, hein, soit vous avez dans votre entourage proche, vous avez des gens qui vont accepter de participer avec vous au financement, donc ils vont devenir des associés, vous pouvez aller à la banque, vous pouvez solliciter des business angels, des investisseurs, et vous pouvez aussi lancer une collecte sur Internet, donc une campagne de crowdfunding. Bon, moi j'ai tout fait. Je n'avais pas d'argent, j'ai tout essayé. Tout n'a pas marché, mais l'expérience crowdfunding a été plutôt intéressante. Et à plusieurs titres. D'une part parce qu'elle a effectivement permis de lever une partie de l'argent, et puis parce qu'elle a donné derrière naissance à un premier réseau qui m'a permis de faire connaître le projet. Alors le crowdfunding, comment ça marche? Je crois que derrière vous, moi je ne le vois pas, mais il y a une page du site ulule.quelque chose. C'est un des sites qui aujourd'hui en France vous permettent de mener ce type de campagne. Il en existe quelques autres, Virginie vous les listera avec plaisir tout à l'heure, qui figureront sur les ordinateurs. Voilà. Moi, j'ai lancé cette campagne en décembre 2011, donc avant la constitution de la société.
parce que c'était un préalable. Il fallait que l'argent dont j'avais besoin soit un levier pour constituer, pour créer la société. Donc, décembre 2011, janvier 2012, ça c'était le temps de la collecte. Ça remonte déjà à une forme de préhistoire en termes de collecte de crowdfunding, en termes de collecte sur Internet. Donc en France, c'était un petit peu les débuts. Moi, j'ai observé ce qui se faisait sur plusieurs sites et je me suis jeté à l'eau. Alors, en se jetant à l'eau, c'est quoi les questions qu'il faut se poser? C'est quel est le montant raisonnable que je peux demander aux gens? C'est un acte de générosité, tout à l'heure Nordine en parlait, hein. C'est pas un investissement avec un retour sur investissement, vous ne prenez pas des parts dans la société, vous n'êtes pas un associé, vous donnez de l'argent. Il va y avoir une contribution, on va la définir, mais globalement quand même, la contribution n'est pas à hauteur du don, c'est pas un préachat, c'est une contribution symbolique et c'est un engagement moral. Donc vous devez vous poser la question de savoir si vous êtes en mesure de faire appel à la générosité pour lever, c'est un peu moche, lever, enfin, solliciter 10 000 euros, 100 000 euros, $1 million. À vous de voir. En France, en 2011, 10 000 euros, ça me paraissait être une sorte de plafond. Donc moi, j'ai fixé la barre un peu plus bas que le plafond, je suis resté raisonnable, et je me suis dit, tiens, essayons de récupérer, de récolter 8 000 euros. Voilà. J'ai réussi, en janvier 2012, on a obtenu la somme. Donc voilà, 235 € de plus. C'est incroyable, je ne me rappelle plus. Voilà. La valse des chiffres. Donc effectivement, j'avais baissé un petit peu mes ambitions, 7500, et j'ai réussi à récolter 8235 €. De mémoire, c'est 176 donateurs. Donc c'est pas mal. Et le gain moyen, enfin la donation moyenne, c'était 40 €. Avec des donations qui vont de 5 € à 400. Je crois que 400 c'était le maximum. Donc, bon, vous imaginez bien que les gens qui ont donné 400 €, la plupart d'entre eux, il y en a 3, je les connais bien. C'est des copains, c'est la famille. Et que la majorité des inconnus ne vont pas donner spontanément 100 €. Surtout pas dans une période comme la nôtre, enfin ça peut arriver. Voilà, donc ça c'est pour vous donner quelques chiffres qui donnent un petit peu la teneur encore une fois, mon expérience. Hein. J'ai envie aussi de vous dire que même si c'est bien possible qu'aujourd'hui la concurrence soit un peu plus rude qu'à mon époque, je pense que quand je parle de concurrence, on est sur un réseau social. Pour que vous puissiez obtenir un peu d'argent, je vous dirais ensuite que pour moi, la principale conclusion que j'en tire, c'est pas que c'est un bon moyen, uniquement un bon moyen de tirer de l'argent. Mais enfin, pour l'instant, on en parle parce que la règle de ces sites de collecte, les autres, je pense, c'est que pour que ça marche, il faut que vous atteigniez le montant. Si vous avez dit 7 500 € et que vous avez 8 000 €, la collecte marche, vous avez les 8 000 €. Si vous avez eu 7 400 €, eh ben vous n'avez rien du tout. Donc c'est la collecte des gens qui ont donné de l'argent, le récupérer. Ça n'a pas marché. Donc pour que ça marche, il faut se faire voir. Pour se faire voir, il faut être actif, il faut publier des informations. Alors moi ce que j'ai fait, il faut être concret, il faut dire quoi, qu'est-ce que vous voulez faire, si c'est un film, montrez un film, montrez une bande-annonce, si c'est de la musique, faites écouter de la musique, si c'est des bières, faites voir les bières à ceux qui ne pourront pas les boire, et faites-les boire à ceux qui peuvent se déplacer dans votre environnement proche. Donc être concret, publier, être présent, hein, donner du contenu, etc. Ça sert à entretenir un dialogue, à faire que quand vous avez 10 personnes au début, vous allez en avoir 100 à la fin, peut-être 1000 vraiment au bout du compte. Et enfin, effectivement, tout ça vous servira, je boucle la boucle, à éviter de disparaître derrière la masse des gens qui font comme vous,
au moment où vous le faites. Donc il faut être original, c'est ça que je voulais dire un petit peu, c'est que si vous êtes le énième sur la liste à vouloir monter une microbrasserie, ben, les mecs vont tous se dire ah ouais, encore un microbrasseur, blablabla, j'ai déjà filé tout mon fric, ça ne marchera pas. Donc regardez ce qui s'y passe sur ces sites-là avant de vous lancer, sinon vous allez peut-être paraître tout motivé, tout ça, mais si vous êtes le dernier d'un peloton de 1000 personnes à faire la même chose, vous récupérerez difficilement l'argent. Voilà, donc tout ça c'est un peu de terre à terre, ce que je vous raconte, mais c'est un vrai conseil que je vous donne d'usager. En règle générale, les équipes qui gèrent ces sites vous les donnent mieux que moi, ces conseils, donc n'hésitez pas à les interpeller. Transformer un petit peu dans la logique du DIY, transformer, passer du numérique à la réalité, essayez d'inviter les gens, faites-les venir. Si vous êtes créateur de mode, faites des shows, des showrooms, des choses comme ça, même spontanées, allez squatter des lieux et montrer votre collection de fringues, j'en sais rien. Faites des choses comme ça. Et ça a beaucoup de chances, ça aura les chances de marcher aujourd'hui. Dites-vous que, alors, la grosse majorité des gens qui collectent de l'argent en ligne sont des associations, sont des projets culturels, etc. Donc, derrière les projets culturels, il y a souvent une économie, des sociétés, pas que des associations, des sociétés en devenir ou existantes. Mais enfin, je crois, sans trop me tromper, que le toit de l'Opéra de Paris a été financé. La réfection du toit de l'Opéra de Paris a été en partie financée, la réfection en partie financée par un appel de fonds en ligne. C'est aussi improbable que ça puisse paraître. Et des projets comme ça, il y en aura d'autres, et des sommes aux États-Unis de levée de fonds. Moi, mes 7500 €, ils font bien marrer, parce qu'il y a des gens qui réussissent à récolter plusieurs millions de dollars. Donc, papa, la boulangerie, ça va marcher. Voilà. C'est un don. C'est pas considéré comme un don au point de vue législatif. En France, par exemple, c'est pas déductible des impôts, en fait. Ça, je pense. Enfin, je sais pas si c'est pas possible. Il y a plusieurs niveaux de questions. Effectivement, il y a la question de est-ce que. Il y a une société, il y a un site qui s'appelle My Major Company qui ne fonctionne pas comme celui-là. Là, c'est une participation. Donc, si vous avez donné de l'argent à Grégoire, parce que je crois que c'est un gars qui avait fait un disque d'or avec de l'argent de My Major Company, et qu'il en a vendu plein derrière, qu'il a gagné plein d'argent. Si vous avez donné 1 million d'euros, vous, à Grégoire, vous allez récupérer plein d'argent. Mais moi, j'ai donné des pierres aux gens qui m'ont donné de l'argent. Voilà, en contribution du don. Mais c'est un don. Et ils n'ont pas donné à une société. Donc c'est là où il y a tout un flou juridique, très sincèrement. S'il y a un contrôleur des impôts ici, dites-le moi, je m'en vais tout de suite. Mais enfin, non, mais c'est compliqué, parce que moi j'ai posé des questions à des gens qui ne peuvent pas répondre, parce qu'évidemment tout ça est trop neuf. Et voilà, la lenteur de tout le système fait que les réponses ne sont pas là. Mais moi, je n'ai pas sollicité de l'argent en tant que société, ça n'existait pas encore. Donc si vous êtes une société et que vous sollicitez de l'argent, voilà, bon, vous avez compris, il y a un petit peu de flou par rapport à ça. La réponse est quand même que c'est un don. T'as pas payé d'impôt sur la récolte, sur la somme? Non, j'ai pas payé d'impôt sur ces dons-là. Peut-être que j'aurais dû, hein, mais sincèrement, personne ne sait le dire, ça n'existe pas dans la famille. Peut-être que si, je sais pas. J'ai des exemples, enfin, Nous aussi, on a fait pour notre projet donc, de web documentaire une campagne de crowdfunding sur Kickstarter, par contre, qui est la plateforme américaine qui est un peu le leader mondial, on va dire. Et là, la question s'est posée, alors pour nous aussi, c'est-à-dire qu'on était juste en dessous. Nous, on a demandé, on avait fixé notre palier à 25 000 $, donc à peu près 23 000 €. Et c'était juste en dessous du seuil, au-delà duquel il aurait fallu qu'on paye des impôts si on avait, donc des impôts aux États-Unis, si on avait reçu la somme. Donc il faut faire attention à ces paramètres-là. Moi j'ai des amis qui ont fait une collecte, il me semble que c'était sur KissKissBankBank, et elles ont dû payer en France des impôts. Donc c'est encore très très flou, mais il faut se renseigner avant de se lancer dans le jeu. Et de manière générale aussi, je ne sais pas combien de temps ça t'avait pris toi pour planifier
Parce que nous, par exemple, on avait quand même travaillé en amont pendant pratiquement 3 mois à essayer d'affiner notre communication sur la plateforme. Donc, il faut faire, c'est ce qui marche le mieux, c'est un film où il faut vous présenter, j'ai vu que tu en avais aussi un, vous présentez vos produits, votre projet. Comme ça peut circuler sur les réseaux sociaux, ce sont des choses qui se partagent très très bien et c'est là que ça vous permet de dépasser votre simple cercle d'initiés qui, effectivement, les amis, la famille, on sait qu'ils seront là, on sait qu'ils vont donner, mais c'est pas eux qu'il faut viser, c'est vraiment le grand public dès le départ. Et donc pour ça, il faut penser à des accroches, il faut penser à des relais, à des gens qui vont partager le message derrière et au bon moment en fait, parce que votre campagne, au départ vous allez avoir un pic parce que tout le monde va en parler, mais il faut planifier des moments où vous allez en reparler en fait. Il faut surtout bien penser votre timing, est-ce que vous allez plutôt faire en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, ou même moins, ça dépend, mais tout va dépendre aussi de vous, votre capacité à gérer le stress. C'est quand même pas mal de stress. En tout cas, pour nous, ça a été notre expérience. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Oui, Benjamin. Est-ce qu'il y a des sites de financement participatif là, où il n'y a pas de limite de temps ou de seuil de valeur? Il y a Indiegogo qui s'est... Parce que c'est frustrant, tu avais 17 500, tu avais 1200. Le seuil à atteindre, pourquoi y a-t-il un seuil à atteindre, c'est ça? Et est-ce qu'il y en a partout? Ouais. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, en fait, c'était pas... il y a effectivement, il y a plusieurs modèles qui existent. Alors, Ulule, KissKissBankBank, qui est la grande plateforme en France, et Kickstarter, par exemple, celle on avait utilisée, sont toutes des plateformes qui fonctionnent sur le principe du tout ou rien. Donc, vous établissez un seuil qui sera la somme que vous vous fixez d'atteindre, et vous vous fixez aussi une durée pour l'atteindre. Donc, ce sont 2 paramètres que vous ne pouvez plus changer une fois que vous avez lancé la campagne. Et donc, il faut construire votre campagne autour de ça. Par contre, sur Indiegogo, qui est aussi une très grande plateforme de crowdfunding international, là, par contre, si vous n'atteignez pas votre seuil, vous repartez avec l'argent que vous aurez réussi à atteindre. Donc, si vous avez mis 5 000 et que vous n'avez que 4 000, bah, vous repartirez avec 4 000. Simplement, la plateforme va prélever plus sur la somme globale. Parce que toute cette plateforme, ce qu'on a oublié de dire, je pense, c'est qu'elle prélève tout à peu près 10% de la somme totale. Donc, c'est pas... c'est un bon business pour elle aussi. Et c'est très bien pour vous, parce que si elles n'existaient pas, vous ne pourriez pas le lancer. Mais il faut le penser dans votre plan de financement. Moi, j'ajouterais un point, c'est que la limite, le seuil en fait, qu'on fixe, le montant de la collecte qu'on va fixer, si c'était bien le sens de la question, permet d'être concret, comme je le disais tout à l'heure, c'est de dire en face de cet argent quels sont les besoins auxquels je vais répondre. Est-ce que c'est un four? Est-ce que c'est un salaire? C'est quoi? Et c'est important ça, c'est hyper important je pense pour les gens, qu'ils aient confiance en vous, pour que vous soyez crédibles, et qu'ils n'aient pas le sentiment que finalement ils vous filez de l'argent, que vous allez partir en vacances avec. Et donc ça aussi, pour moi je militerais plutôt sur l'idée qu'il faut le faire sur une plateforme qui a ce mode de fonctionnement avec une limite de temps et une limite de montant. C'est parce que ça garantit que... En tout cas, ça garantit mieux, attention, il n'y a pas de garantie, hein, mais ça garantira toujours mieux pour les donateurs, pour les participants à la collecte, qu'ils n'ont pas donné de l'argent pour rien. Et finalement, avec cet argent, si le type a bien conçu son truc, son projet, ça va être réel, et que vous avez bien fait. Ouais, mais toi, tu as dit qu'il y avait besoin de 200 000 pour être plus justifié, ça avait demandé 15 000 pour être justifié. Et du coup, est-ce que tu n'as pas été frustré parce que tu as reçu beaucoup plus? Tu t'es dit, merde, si j'avais mis 10 000, peut-être que j'aurais dit. Bien sûr, on peut toujours dire ça, mais 8 000 euros, 10 000 euros sur 200 000, ça reste toujours que 5%.
c'est rien du tout. Mais c'est important. Je pense que 23 000 € sur les devis d'un webdoc, c'est à des 10%. J'en sais rien, je dis ça. C'est rarement, malheureusement, mais on n'est pas nous, parce qu'on n'a pas la notoriété. Ce qui est assez dingue, c'est qu'effectivement, c'est les gens les plus médiatisés, déjà les gens qui ont le plus de ressources, qui réussissent à lever le plus d'argent. Les plus petits vont avoir le plus de mal. Mais il y a assez peu parmi ces gens-là de porteurs de projets qui financent à 100% leur projet. Ça, c'est important. J'aurais dû commencer peut-être par vous dire ça. C'est pas pour vous, si vous êtes des futurs candidats aux collègues de fond, pour vous faire une douche froide, déjà pas mal dehors. Mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas monter. En tout cas, mon expérience, c'est que j'ai pas monté la société avec Ulule. Je sais qu'il y a des trucs qui ont circulé comme ça, que c'est une jolie histoire de journaliste, mais c'est pas vrai. Moi, je suis allé à la banque avec ce projet, et la banque, je paye un loyer tous les mois. Mais en revanche, et c'est là où je finirai sur une petite note positive, parce que là, je me suis content de la soirée. Ouais, c'est horrible, je suis désolé. La note positive, c'est que ma banquière, même si elle se défausse, elle dit que c'est pas vrai, mais je sais que c'est vrai, elle suivait la collecte sur Internet et qu'elle n'avait pas accepté le prêt avant. Voilà. Et donc, elle se dit, ah, ouais, c'est farfelu son truc, c'est marrant, déjà, j'ai une banquière cool. Ouais, pourquoi pas, mais il faut voir, donc il faut aller à la banque tôt dans le processus. Si vous y allez à la toute dernière minute, le temps que ça prend, vous êtes bon pour attendre encore 6 mois. Donc, allez-y tôt. Et en parallèle, mettez de la gomme sur quelque chose comme ça pour prouver que, votre projet, il réagit, les gens l'aiment, et ça va lui faire aimer le projet. Et donc, c'est un levier qui va mettre la machine en marche. Voilà. Ça marche très très bien. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'à mon sens, c'est vraiment la force de tout ça, c'est créer du réseau. Et dans mon cas particulier, dans ce plein je pense 100% des porteurs de protocole de projet de collecte, c'est que les gens qu'on donnait vont être des futurs clients usagers, appelons-les comme on veut, c'est pas moche de dire client, c'est pas une insulte, c'est des futurs ressources qui vont permettre de viabiliser votre économie, c'est les futurs acheteurs de pain au chocolat, enfin de pain. Et c'est surtout des futurs ambassadeurs de votre boulangerie. C'est surtout des gens qui vont faire le commercial à votre place. Et ça n'a pas de prix. C'est des gens qui vont dire j'ai vu un projet, il est super génial, et qui vont prendre la tête à tous leurs potes pendant 1 an autour de votre projet. Et ça s'achète vachement cher. Et donc ça, c'est gratuit en plus. Je suis tout à fait d'accord et j'ajouterais peut-être juste une toute dernière chose. Si on a dit que ces collectes-là se basaient sur le principe de don qui n'appelle pas de contre-don, c'est pas tout à fait vrai en fait, puisque là dans ton cas, comme dans tous les cas, il y a des contreparties qu'on fixe, c'est-à-dire des paliers, 5 €, on va vous offrir telle chose, il y a toujours quelque chose qu'on offre en fait. Ça peut être de l'immatériel, ça peut être un remerciement public sur un blog ou sur des réseaux sociaux, ça peut être un apéro qu'on va organiser avec des bières, mais il y a toujours quelque chose, et nous ce qu'on a remarqué, et une petite remarque pour vous, si vous lancez dans cette aventure-là, c'est de bien tout prendre en compte, tous les paramètres, et y compris ceux de la fabrication de vos récompenses et de l'envoi de ces récompenses. C'est-à-dire que nous, on avait une vingtaine de récompenses différentes, certaines d'entre elles impliquaient des envois postaux. Et quand vous vous retrouvez à envoyer un pins, un autocollant, une carte postale pour 5 $ en Nouvelle-Zélande, je peux vous dire que ça vous... J'exagère un peu, c'était quand même pas aussi dramatique que ça, mais il peut y avoir vraiment des surprises, votre campagne peut décoller et vous vous retrouvez avec des commandes d'autres endroits du monde auxquels vous n'avez pas pensé qu'il va falloir vous envoyer des choses, mais ça arrive aussi. Et quand on n'a pas, par exemple, envoyé ces récompenses dans les temps, alors là, apprêtez-vous à recevoir des mails
des gens qui auront donné pour votre projet, qui vont dire « Ah, mais tiens, il y a 6 mois, il y a 10 mois, il y a tant de mois, j'avais donné et j'ai toujours rien reçu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc les gens attendent vraiment quelque chose, c'est pas juste des paroles en l'air. Si vous avez promis un autocollant, il faut le faire, il faut l'envoyer, et si vous ne le faites pas, là par contre, votre réputation est ruinée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une toute petite question. Concernant votre projet, vous avez présenté le projet, mais vous l'avez chiffré Sur la plateforme. sur la bière. Vous avez chiffré, vous avez demandé l'argent. Oui, absolument. Vous avez dit de besoin de montants pour ça. Exactement. Oui. En face des 7 500 €, il y avait le détail de ce que je comptais acheter avec. Pas forcément exactement tout ça. C'est pareil, ça je demandais pour le couple. Est-ce que vous avez eu une idée de ce qui vous ont donné un point en dehors de l'argent pour ce qui l'essentiel de vos dons provenait de l'argent national? Il y a eu des gens de l'étranger qui ont... Non, c'est quasi exclusivement, même exclusivement des gens résidant en France et une grosse majorité de Parisiens. Mais c'est lié au projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou pas? D'autres choses à rajouter? Non, personne ne veut dire quoi que ce soit? En tout cas, moi, je voulais remercier les intervenants qui ont réussi un exercice difficile, à savoir expliquer un certain nombre de choses en 10 minutes. Donc déjà, merci beaucoup. Donc là, on va pouvoir, vous allez pouvoir toucher, manipuler les ordinateurs, les tablettes. Donc il y a tous les sites de crowdfunding dont on a parlé, qui sont tous sur des onglets donc dans vos navigateurs de recherche. Donc vous pouvez voir de plus près comment ça se passe aussi. Sinon, vous pouvez aussi bidouiller. Il y a un ordi à monter, démonter, parce que c'est sympa aussi de bidouiller, ça fait partie du do-it-yourself aussi. Et il y a l'atelier proposé par Guillaume, où vous allez pouvoir être scanné et peut-être avoir votre tasse dans quelques jours avec votre portrait en forme de votre buste, ou je sais pas. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'être venus. Donc je rappelais juste les 2 dates des prochains ateliers à l'EPN. Donc 18 juin sur achat comment acheter et revendre en toute sécurité en ligne, donc de 18h à 20h, et un atelier bidouille, donc au mois de juillet, par enfant, de 14 à 18h, où là on pourra faire plein de choses ensemble. Voilà, et au mois d'octobre, prochaine apérotique sur le jeu vidéo cette fois. Mais pas que le jeu vidéo, hein. C'est évidemment tout l'univers du jeu vidéo avec les métiers aussi qui sont liés au jeu vidéo et le monde aussi du jeu vidéo. Voilà, merci beaucoup. Ah, une question. De l'atelier bidouille, le 16 juillet, un mercredi, de 14 à 18. Pour bidouiller ensemble. On ramène vos ordi aussi, si vous voulez, qu'on les démonte. Non, pas que, hein. Merci beaucoup. Je veux pas faire ça. Ben oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Forcément, il n'y a rien de faire dedans.